Salut, c'est Aurel de Côté au micro pour te délivrer des chouettes instants en compagnie des experts qui gravitent autour de l'éco-construction. Artisanes, artisans, chercheuses, chercheurs, architectes, ingénieurs, bref, du beau monde et surtout des passionnés. Tu rénoves un logement et tu as envie de limiter ton impact sur l'environnement? T'es au bon endroit. Que tu sois déjà expert en la matière ou que tu ne connaisses rien du tout à tout ça, il n'y a aucun souci, tu trouveras ta place sur ce podcast. Aujourd'hui, dans Côté, on parle terre crue. Dans le monde, près de 2 milliards de personnes vivent à ce jour dans des logements en terre crue. En France, on compte environ 1 million de logements en terre crue, âgés pour la plupart d'au moins un siècle. Et de la Bauge en région rennaise au Pisé de la vallée du Rhône en passant par les adobes toulousaines, le patrimoine français bâti en terre crue ne manque pas de richesse. La terre crue est un matériau conventionnel dans la construction jusqu'au début de l'ère industrielle et du développement du ciment. Depuis, la terre crue a été reléguée au statut de déchet, et elle est aujourd'hui souvent perçue comme un matériau pauvre, sale ou peu résistant. Pourtant, derrière son rôle de régulateur naturel d'humidité, de température, de qualité de l'air intérieur, la terre est aussi et surtout un matériau naturel, réversible et bas carbone. Alors qu'est-ce qu'on attend pour remettre de la terre crue dans nos logements? Pour y voir plus clair, on va à la rencontre des professionnels de la terre crue. Sophia Harris-Roucan est chercheuse au laboratoire du SIAM à Anglet. Elle vient nous parler de terre et d'air, et plus précisément du rôle de la terre crue dans la qualité de l'air intérieur. Je te souhaite une excellente écoute et je te retrouve après l'interview. Salut Sophia, comment vas-tu? Salut Aurélien, ça va bien et toi? Super, merci. Merci de m'accueillir dans ton labo. Tu vas nous plonger au cœur des éléments. Hier, on était avec Rafik Abdallah qui nous a parlé de terre et de feu. Et toi, tu vas nous parler de terre et d'air. Ouais. Avant de nous parler de tes travaux, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, etc. Alors, moi je m'appelle Sophia Harris-Roucan, j'ai grandi à Paris et actuellement je suis chercheuse au laboratoire SIAM de l'Université de Pau et des Pays de la Tour et j'habite à Anglet parce que le campus est à Anglet. Pendant mon parcours, donc je suis ingénieure architecte, donc j'ai fait des études d'ingénieur à Paris, ensuite j'ai fait un double diplôme en architecture en Italie et après j'ai voulu faire une thèse sur la terre crue. Et pour cette thèse, j'ai bougé entre Lyon, Anglet et Zurich. Et maintenant, j'ai terminé ma thèse l'année dernière. Et là, je suis en postdoc à Anglet. Et donc, tu arrives à la terre crue assez rapidement. C'est pendant ton école d'ingé? C'est avant ça que tu as eu un coup de Alors, cœur c'est pas du tout pendant mon école d'ingé. Ok. Pendant mon école d'archi, on n'a pas trop abordé la matérialité. Enfin, en fait, le cursus archi que j'ai fait, c'était quand même un cursus archi-ingé. Donc, on se posait souvent la question du matériau le dernier ou avant-dernier cours du projet qu'on faisait. Par contre, c'est en discutant avec des gens que je suis arrivée progressivement aux matériaux biosourcés et un jour, j'ai rencontré la Terre et là, je me suis dit, OK, c'est ça que j'ai envie de faire et j'avais déjà envie de faire une thèse. Et du coup, les deux, c'était évident. Ça joint les deux bouts. Et comment, du coup, est-ce que tu te souviens de cette découverte de la Terre? Tu me dis un jour comme ça, mais comment ça s'est fait exactement? Est-ce que c'est un chantier? Est-ce que c'est une maison? Pas du tout. C'est plutôt une discussion. En fait, donc, j'étais ingé archi et j'avais dit à mes amis que je voulais faire une thèse qui est plus ou moins un rapport avec ingé archi. Et j'ai un ami qui m'a dit, écoute, moi je connais quelqu'un qui fait une thèse, qui est ingé archi, qui fait une thèse. Je peux te mettre en contact avec lui. Et là, je suis arrivée à Antoine Pelletier, qui était doctorant de Jean-Claude Morel. Donc, je ne sais pas si ces personnes-là te parlent, mais c'est des personnes qui sont à Lyon, de l'ENTPE de Lyon. Et en fait, la discussion très vite s'est arrivée sur toute l'intensité sociale en fait qu'il y a derrière la Terre. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'était quoi la thèse d'Antoine? Alors, en fait, sa thèse, c'était sur l'Orangerie, donc un bâtiment en pisé porteur à Lyon. Il a essayé d'avoir un peu un regard... Alors, j'espère qu'il va pas dire que je dis des bêtises, mais d'avoir un regard de génie civil situé, donc avec toute l'histoire des savoirs situés de Donna Haraway, sur la pratique de la terre crue avec ce cas d'étude de l'Orangerie. Il a vraiment pu analyser tout comment le projet s'est fait, les jeux d'acteurs, les échanges, ce qui a bloqué, comment est-ce que ça a été débloqué, et voilà. Trop intéressant. L'Orangerie, on en a parlé dans un autre podcast avec Camille Hanoun, qui est du coup dirigeant de l'entreprise Le Pisé aujourd'hui. C'est un super bâtiment. J'invite tout le monde à aller voir à quoi ça ressemble parce que c'est quand même canon de voir ce qu'on peut faire avec de la terre et en porteur, surtout, c'est ça qui est cool. Et toi, du coup, ta première
ta première thèse, tes premiers travaux sur la Terre crue, c'était quoi? Alors, mes premiers travaux, c'était sur les interactions entre la terre crue et le CO2, donc dioxyde de carbone, dans l'environnement intérieur. Donc, c'est ce gaz-là. En fait, l'idée, c'était de regarder comment la Terre interagissait avec ce gaz, qui est un gaz que l'on émet quand on expire. Et donc, plus il y a de personnes qui respirent dans une pièce, plus il y a de CO2. Et comme on construit des bâtiments qui sont de plus en plus étanches pour limiter les pertes de chaleur avec l'extérieur et donc améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, souvent on diminue le taux de renouvellement de l'air avec de l'air extérieur. Donc l'air intérieur s'accumule en polluants et devient de plus en plus concentré, notamment en CO2, quand il y a des pièces avec beaucoup de personnes qui sont sous ou mal ventilées. Et l'idée, c'était de regarder les interactions entre ce gaz et la Terre pour voir si la Terre crue était capable, de manière complètement naturelle, d'atténuer des pics de concentration de CO2. Qu'il y aurait par exemple dans une salle de classe en hiver, une trentaine d'élèves dans un bâtiment où on n'a pas envie d'ouvrir les fenêtres parce que sinon il va faire 10 degrés. Et en fait, à la fin de la matinée, avant la pause, on atteint des niveaux de CO2 assez élevés. Il y a pas mal d'études qui ont été faites au niveau européen qui montrent qu'on atteint des niveaux de 3000 ou 4000 ppm, donc parties par million, c'est la mesure de la concentration du CO2, sachant que la limite, c'est 1000. Donc on atteint des niveaux très élevés. Et le CO2 a des impacts sur les facultés cognitives des êtres humains, donc la capacité à se concentrer, à prendre des décisions, mais également ça peut altérer la faculté du sommeil, etc. Donc ça aurait aussi un intérêt dans une chambre qui est mal ventilée ou pas ventilée du tout la nuit, et en fait à la fin de la nuit, on atteint aussi des concentrations qui sont très élevées. Et l'idée c'était de savoir si les murs de ces pièces-là, de ces salles de classe, de ces chambres sont en terre, est-ce qu'on arrive à diminuer de manière complètement passive, en fait, naturelle, les pics de concentration du CO2. Tu disais qu'au-delà de 1000 ppm, 1000 ppm, c'était une limite. C'est une limite à partir de laquelle il se passe quoi? On commence à moins bien réfléchir ou à moins bien dormir ou comment ça se... Alors, c'est difficile de donner une corrélation directe, de dire plus de 1000 ppm égale tel symptôme. Mais en tout cas, on considère qu'à partir de... Surtout que, en fait, quand il y a beaucoup de CO2, il y a aussi beaucoup d'autres choses dans la pièce, en général. Mais en gros, on considère qu'à partir de 1000 ppm, l'air, il commence à être plutôt malsain. C'est également une mesure de confinement d'air, en fait. Et donc, au-dessus de 1000 ppm, on considère que l'air est confiné et que donc il y a plein de choses, il y a beaucoup de CO2. Les études qui existent dans la littérature scientifique, elles montrent que, ouais, autour de 1000, 2000 ppm, on commence à avoir des symptômes. Après, ça dépend des personnes. C'est pas immédiat et il n'y a pas, si tu es à 1001 ppm, ça y est, là, tu peux plus prendre de décision. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, il y a une corrélation avec des niveaux élevés, donc 2000, 3000, 4000 ppm, avec des symptômes, altération des facultés cognitives. Ok, donc ça c'est pour tes premières études. Est-ce que tu peux avant de nous parler du reste, nous parler un peu des résultats que tu as eus là-dessus? Ouais. Je pense que ça peut être intéressant pour parler des résultats, de parler de pourquoi en fait on s'est dit que la Terre ça allait marcher. En fait, dans la Terre, il y a des argiles. Les argiles, c'est des minéraux qui ont la forme de feuillets, qui sont donc plus longs dans une direction que dans une autre, donc plus longs que épais, et qui sont assemblés comme ça par paquets de feuillets. Et ces minéraux-là sont chargés. Et comme on fait en tout cas moi je travaille sur la terre crue et non stabilisée, non adjuvantée au ciment, à la chaux ou quoi d'autre, et ces minéraux argileux gardent toutes les propriétés liées à ces charges de surface. Et ces charges électriques, elles induisent des interactions en fait avec des molécules. Et il y a aussi le fait que dans la Terre, il y a plein de vides de tailles différentes. Donc il y a des très petits vides, par exemple des vides entre les feuilles d'argile, et il y a des moyens vides, et il y a des plus gros vides qu'on appelle des pores. Et comme il y a des vides, il y a de la place. Et comme on a des feuillets d'argile qui sont chargés, on a des interactions électriques. Enfin, électrostatiques. Donc, comme la Terre est crue et qu'elle n'est pas cuite, on garde toutes ses propriétés.
Et c'est ça qui fait que la terre régule l'humidité à l'intérieur des pièces. C'est parce que l'eau interagit en fait, est attirée par les feuillets d'argile qui sont chargés. Donc elle vient être captée par le matériau. Il y a plein de places, il y a plein de vides différents. Donc hop, on peut remplir le matériau d'eau quand l'humidité de la pièce augmente. Et puis quand l'humidité diminue, et ben le matériau il se remet à l'équilibre avec l'humidité ambiante et hop, il relargue des molécules. Et on s'est dit, bon, bah, si ça marche pour l'eau, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour d'autres molécules de l'air intérieur? Donc, les résultats de ma thèse, en fait, j'ai travaillé à 3 échelles différentes. J'ai travaillé à la très petite échelle, donc vraiment à l'échelle du feuillet d'argile, en fait, si on peut dire ça comme ça. Et là, j'ai cherché vraiment à comprendre c'était quoi les interactions en fait entre la Terre et cette molécule et c'était quoi les paramètres qui dirigeaient ces interactions, notamment la température, l'humidité, comment ça se passe quand il fait plus humide, plus chaud, moins chaud, comment ça se passe quand on a tel type d'argile ou tel autre type d'argile dans une terre. Ensuite, j'ai travaillé à l'échelle de l'enduit. Donc là, j'ai fabriqué des petits échantillons d'enduit que j'ai testé dans des petits volumes, dans des chambres qui faisaient une dizaine de litres. Donc ça fait un petit bidon, quoi. Et enfin, la dernière échelle de ma thèse, c'était de la modélisation, donc de la simulation numérique, pour voir, avec les résultats des 2 autres échelles, qu'est-ce que ça donnerait pour une chambre avec une personne qui dort toute la nuit et dont la chambre est mal ventilée. Parce que la fenêtre est fermée, que en fait, dans les chambres de nos habitations, il n'y a pas forcément d'extraction d'air, de VMC, etc. Maintenant, les résultats de ces 3 échelles, à la très petite échelle, donc à l'échelle des feuillets d'argile, ce qu'on a vu, c'est que c'est le même type d'interaction qu'il y a avec l'eau. Donc en fait, c'est des interactions physiques, de surface. Donc physiques dans le sens qu'elles ne sont pas chimiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réaction chimique entre le CO2 et l'argile qui créerait un nouveau composé chimique qui resterait bloqué dans la Terre ad vitam aeternam. C'est plutôt des interactions électrostatiques, donc de nature physique, qui sont liées aux charges, et de surface, entre le CO2 et les minéraux argileux. Ce qu'on a vu, c'est que ces interactions, elles marchaient quand l'air est sec, mais également quand l'air est humide, et également quand l'air est très humide, notamment parce que, comme il y a de l'eau dans le matériau, le CO2 interagit aussi avec l'eau du matériau, et pas seulement avec la surface des argiles. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Ce qu'on a vu aussi, c'est par rapport aux différents types d'argile, qui avaient des différences assez importantes, mais ça, à la limite, c'est... En fait, ça marchait pour... On a testé 3 grandes familles de types d'argile, et ça marchait pour les 3 grandes familles. Et après, on a testé différentes terres, et on avait des bons résultats sur toutes les terres. Donc voilà, il n'y a pas un type de terre à privilégier. En fait, c'est vraiment... ça dépend de ce qu'on a à disposition. Donc ça, c'est le résultat sur qu'est-ce qui fait que ça marche. Et je rajouterais une dernière chose sur cette échelle-là, c'est que comme c'est des interactions physiques et non pas chimiques, elles sont réversibles. C'est-à-dire que quand la concentration de CO2 diminue, parce que par exemple la personne s'est réveillée, elle a ouvert la fenêtre, et donc il y a eu un renouvellement de l'air avec de l'air extérieur, ou c'est la pause à 11h à la salle de classe, et donc on ouvre les fenêtres en grand et tout le monde quitte la salle de classe. Quand la concentration diminue, le matériau est capable de relarguer le CO2 et donc de se régénérer. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça veut dire que cette capacité de faire tampon hydrique ou CO2, en fait, elle est infinie vu que le matériau il peut se régénérer et qu'il n'y a pas de composés chimiques qui sont créés. Si les interactions elles avaient été chimiques, le matériau il aurait pu être saturé en fait au bout d'un moment. Et là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est les résultats à la très petite échelle. À la moyenne échelle, en fait, ce qu'on a vu, c'est que on a confirmé un peu tout ce qu'on voyait à la très petite échelle. En fait, quand on crée un enduit, est-ce que ça existe toujours? Parce que, je ne l'ai pas dit, mais pour la très petite échelle, en fait, je travaillais souvent sur des terres qui étaient tamisées à un diamètre très fin pour vraiment se concentrer sur la partie argileuse de la terre. Donc, ce n'était pas évident qu'une fois qu'on allait faire un enduit, notamment, nous, on a travaillé en rajoutant du sable. Est-ce qu'on allait conserver toutes ces propriétés? Et on a vu qu'on conservait toutes ces propriétés. Donc, il y avait toujours cette capacité de la part de l'enduitaire à réduire
les concentrations de CO2 dans un volume donné, donc là un volume de 10 litres, et que l'enduit était également capable de relarguer le CO2 quand on renouvelait l'air de cette chambre cellule de 10 litres. Et enfin, la dernière échelle, la modélisation. Là, en fait, à partir des données qu'on avait sur les enduits et à la petite échelle, on a estimé que si on prend une personne qui dort dans une chambre standard, pas très grande, qui doit faire 30 mètres cubes à peu près, donc une quinzaine de mètres carrés, toute la nuit, avec un taux de ventilation qui est assez faible, mais qu'on retrouve dans des maisons, mais souvent qui sont des maisons qui sont assez bien isolées, qui ont été rénovées, qui sont des maisons passives aussi, c'est des taux de ventilation qu'on retrouve dans ces cas-là. Et ben, à la fin de la nuit, si les murs sont enduits en terre, ils sont capables de diminuer la concentration de CO2 de 10%, comparé à la configuration sans murs en terre. C'est pas énorme, 10%, mais par contre, en fait, on le fait gratuitement, dans le sens où c'est juste le choix constructif que la personne ou le maçon ou la maçonne ou les architectes ont décidé de faire pour la chambre qui va permettre de réduire de 10% comme ça. Donc ça veut dire que si on fait le choix en amont d'avoir de la terre dans cette chambre, on va naturellement baisser de 10% la concentration de CO2 dans des cas où on a des pics de concentration, donc par exemple à la fin d'une nuit où c'est l'hiver, on n'a pas trop ventilé, etc., etc. Voilà. C'est assez fou, en fait. Donc, si j'essaye de résumer grossièrement, en fait, la Terre, du coup, on sait que c'est un tampon sur l'aspect humidité. Ça, on sait, c'est déjà prouvé. Toi, tes recherches, ça porte sur la qualité de l'air. Et donc, la première chose dont on a parlé là, c'est le CO2. On sait que ça fait tampon, c'est un tampon qui est réversible en plus, parce que c'est des interactions physiques. Donc, c'est passif, c'est naturel. On a ce chiffre du coup de 10%, alors qu'il est dans un cas spécifique. J'imagine que les recherches ont vocation à continuer pour savoir un petit peu si on peut savoir si c'est plus ou moins 10% selon les cas, etc. Mais c'est déjà un bon chiffre à avoir en tête. Et donc, maintenant, le reste de tes recherches, elles portent sur d'autres types de polluants, c'est bien ça? Exactement. Là, pendant mon postdoctorat, je travaille sur 3 composés organiques volatiles, donc qui sont des polluants organiques, donc ça veut dire que dans leur structure, il y a des atomes de carbone. Je travaille sur le formaldéhyde, qui est un des composés organiques qu'on connaît le mieux, qui est classé cancérigène par l'OMS depuis assez longtemps, qui est surtout émis par les plastiques, les cols, des résines, voilà. Le toluène et l'hexanal. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour qu'on sache, du coup, alors le formaldéhyde, tu nous as dit, c'est les cols, etc. Est-ce que c'est des produits qu'on retrouve est-ce que dans nos maisons, de manière générale, il y en a? Est-ce que c'est que les plastiques? Est-ce que c'est d'autres choses? On a choisi ces 3 polluants parce qu'ils sont représentatifs de ce qui existe, ce qu'on retrouve en fait dans les logements, dans les bâtiments, dans les habitations, qui sont dus en fait à la fois, en fait, de manière générale, la pollution de l'air. Le thème de la pollution de l'air intérieure, il y a 3 ou 4 grandes sources de pollution. C'est les matériaux de construction et leur mise en œuvre. C'est les meubles, les tapis, les rideaux, etc. Et c'est les occupants et leurs activités. Donc ça va être la cuisine, le ménage, est-ce que la personne elle fume, est-ce que... Et en fait, je crois que... Bon, je me souviens plus du pourcentage exact, mais les matériaux de construction et leur mise en œuvre et les fournitures comptent pour la plus grosse partie en fait, de la pollution qui est générée. Ça veut dire que quand on arrive dans une maison qui n'est pas encore... ou même s'il y a des finitions placo ou quoi que ce soit, ou même les parpaings, les briques, etc., quand on est dans des maisons un peu dites conventionnelles, déjà rien que ça, en fait, ça émet des polluants, quoi. Ouais, en fait, je pense tout de suite il y a une étude scientifique qui a été menée sur 21 logements à faible énergie, en gros des logements passifs en France, donc c'est une étude française par une équipe de recherche française. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les 6 premiers mois, je crois, ou la première année, à la livraison des bâtiments, l'air est extrêmement pollué. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus les matériaux, ils ont fini d'émettre ce qu'ils devaient émettre, et puis on ventile, et donc ça va de mieux en mieux. Mais si on prend ces quartiers dans un logement neuf, il y a des grandes chances qu'ils soient assez pollués du fait des matériaux qu'on a mis en œuvre, qui sont nouveaux, qui
qui émettent plein de choses. Ok, donc là, il y a un véritable enjeu effectivement de santé publique pour toutes les personnes complètement. qui arrivent dans une maison neuve, pardon, pas saine justement, qui achètent. Il y en a de plus en plus des gens qui achètent sur plan, etc. En fait, au début, voilà, il faut qu'ils fassent. Est-ce que il faut qu'ils fassent surtout attention, c'est pour les personnes âgées et les enfants, etc. Ou c'est pas forcément. Alors, donc, une mauvaise qualité de l'air, c'est pas bien pour tout le monde, mais les personnes à risque, donc ça peut être les personnes âgées, les enfants, les personnes avec des maladies chroniques, avec des antécédents, etc., vont être encore plus vulnérables par rapport à cette problématique. Ok, bah écoute, c'est pas très rassurant, mais heureusement du coup que la Terre peut aider. Tu disais que c'est pas non plus une solution miracle, hein. En fait, je pense que c'est important de le dire là, à ce moment-là, c'est que la meilleure chose qu'on puisse faire pour la qualité de l'air intérieur, c'est de ventiler. Ça, c'est vraiment très très important et c'est ce qui va être le plus efficace. Et de ne pas utiliser des matériaux qui émettent des composés toxiques. Et je pense que quand on a ces deux facteurs en tête, déjà, on a évité un grand nombre de pollutions possibles. Il y a quand même pas mal de recherches, notamment je sais qu'il y a des étiquettes sur, je sais pas, par exemple les peintures, sur est-ce qu'elles émettent beaucoup de COV, etc. La complexité, c'est que souvent, quand on découvre un polluant, qu'on comprend ses effets sur la santé humaine et notamment la relation dose-symptôme, donc à quelle concentration est-ce que ça devient dangereux, etc. Jusqu'au moment où on dit, bon, en fait, on a découvert que c'est dangereux, donc on va arrêter de l'utiliser. Il y a quand même un laps de temps assez important. Et en fait, si après, les personnes qui produisent des matériaux retirent ce composé et le remplacent par quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre peut émettre un autre composé organique volatile ou un autre, un autre polluant. Je crois que, donc, il existe en France un observatoire qui s'appelait précédemment Observatoire de la qualité de l'air intérieur et qui s'appelle maintenant Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Donc, ça a élargi à pas juste le focus sur la qualité de l'air, mais sur, d'autres choses qui concernent la qualité des environnements intérieurs. Donc, ça peut être la lumière, l'humidité, la température, le son, voilà, exactement. Et ils ont recensé qu'il y avait plus de 800 substances en fait qui existaient dans l'air intérieur et il y en a tous les ans des nouvelles qui sont découvertes. D'ailleurs, ils ont une étude très intéressante sur le coût socio-économique de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Donc un coût socio-économique, ça se mesure en nombre de décès évités, aussi parce que ironiquement, comme les personnes ne sont pas mortes, elles peuvent travailler et donc contribuer à la richesse du pays. Donc voilà, c'est des indicateurs qui sont comme ça. Donc c'est le nombre de décès évités. Ça peut être aussi, en fait, si des personnes sont malades et qu'elles elles ont des maladies chroniques qui durent des années, en fait, on les soigne et donc ça, c'est un coût. Je crois, 2,4 milliards d'euros pour la France par année. Avec, je crois, 28 000 nouvelles pathologies découvertes à chaque fois. Enfin, c'est des chiffres qui sont énormes. Et donc, je reviens à ce que je voulais dire. Le problème de la qualité de l'air intérieur, si on fait attention à utiliser des matériaux qui sont non toxiques et qu'on ventile, déjà, c'est exceptionnel. Et la terre, sans regarder toutes ces autres propriétés, c'est déjà un matériau qui est non toxique. Donc, c'est déjà super d'utiliser la terre dans un projet de construction. Ventiler et arrêter de mettre des produits toxiques chez soi, en fait. Ça paraît logique de faire ça. Juste, je trouve ça important de dire que, au-delà du fait qu'elle est capable, a posteriori, de diminuer peut-être des pics de concentration de tel ou tel polluant, déjà, elle-même n'émet pas de polluants. Oui, c'est ça. Et en fait, ça, c'est déjà super. Par rapport à n'importe quelle peinture, ou en tout cas non naturelle, c'est déjà un avantage. Est-ce que pour les composés organiques volatiles, donc les composés toxiques là que tu étudies actuellement, les phénomènes physiques, ou en tout cas la façon dont ça fonctionne et l'interaction avec la Terre fonctionnent de la même manière? Est-ce que c'est pareil, c'est à la surface que ça se passe? Est-ce que les polluants du coup ils sont absorbés? Est-ce qu'après du coup ils sont relâchés? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Et puis c'est quoi la limite? Est-ce qu'on parle de quantité
extrêmes ou est-ce que ça, pareil, ça vient limiter, en disant, des pics de pollution? Alors, je peux répondre tout de suite que la limite, pour le moment, on ne la connaît pas. Autant pour le CO2, j'ai travaillé 3 ans dessus et à la fin des 3 ans, j'ai réussi à estimer dans un certain cas pour un certain type de terre. Donc le 10%, il est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'était vraiment un cas particulier avec un type de terre, une formulation d'enduit donnée, etc. Donc j'ai travaillé 3 ans, à la fin j'ai réussi plus ou moins à estimer ça. Autant les 3 composés organiques volatiles, pour le moment, je peux donner aucune estimation. Mais merci pour ta question parce que ça va me permettre de revenir à cette histoire de mécanisme d'interaction. En fait, comment ça marche pour les composés organiques volatiles? Est-ce que ça marche de la même manière que pour l'eau et le CO2? Ma réponse, ça va être plus ou moins oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'air, il y a beaucoup d'eau. En gros, en pourcentage, il y a dans un air sain entre 40 et 60% d'eau, ce qu'on mesure souvent avec l'humidité relative. Donc on dit c'est bien d'avoir un air autour de 50% d'humidité relative. Il y a beaucoup moins de CO2, il y a 0,04% de CO2. Donc déjà, et il y a beaucoup moins de polluants organiques volatiles qui vont être dans des concentrations encore plus faibles que le CO2. Et tant mieux, en fait. Et ces 3, donc on va parler de ces 3, humidité, CO2, COV, en fait, c'est des molécules qui ont des structures chimiques, en fait, des atomes différents. Et donc, notamment, la molécule d'eau, c'est une molécule qui est polaire. Ça veut dire qu'en gros, elle porte une charge électrique en elle. Donc on a les argiles qui sont chargées, plus une molécule qui est chargée, hop, ça colle hyper bien. Et en plus, il y a beaucoup d'eau dans l'air. Du coup, il y a aussi un gros gradient, donc pour le dire autrement, en gros, une grosse force qui pousse l'eau à rentrer dans la Terre, parce que, en fait, un petit changement, ça concerne beaucoup de molécules d'eau dans l'air. Le CO2, c'est pas du tout comme ça. C'est une molécule qui n'est pas polaire, ou très peu. Donc déjà, l'attirance du CO2 vers les surfaces argileuses est beaucoup plus faible, et en plus, il y a très peu de CO2 dans l'air, heureusement. Donc, quand il y a une petite variation, en fait, on bouge moins de molécules de CO2, donc on en capte moins. C'est pour ça que on arrive à ce 10% qui est faible, en fait. Et c'est déjà exceptionnel de pouvoir quantifier. En fait, 10%, ça se voit sur des capteurs, etc. Et dernière catégorie, les 3 composés organiques volatiles. Donc, je vais surtout parler du formaldéhyde parce que c'est celui pour lequel on a le plus de résultats. Le formaldéhyde, c'est une molécule qui est polaire également, donc il y a quand même une grosse attirance. Et surtout, c'est une molécule qui, comme le CO2, j'en ai pas trop parlé, pardon, est soluble dans l'eau. Et ce que je te disais avant, c'est que quand on a de l'humidité dans l'air, on a de l'eau dans le matériau, et on a vu que le CO2, il interagissait avec l'eau dans le matériau. Donc quand on regarde des composés organiques volatiles qui sont solubles dans l'eau, ces composés organiques volatiles, comme le formaldéhyde, ils vont aussi interagir avec l'eau. Le toluène, c'est une molécule qui est peu soluble dans l'eau, mais on a quand même vu des interactions entre la terre et le toluène. Et l'hexanal, on va dire que c'est entre le formaldéhyde et le toluène, et on a aussi vu des interactions avec l'hexanal. La difficulté qu'on a, donc tu posais la question de savoir est-ce que c'est réversible, donc est-ce que les polluants les COV vont être relargués dans l'air et est-ce que c'est dangereux? Eh bien, je ne peux pas te répondre parce que la manière dont on fait les expériences fait qu'on a du mal à observer la partie désorption, donc relargage des molécules. Pour le moment, on n'observe pas de réaction chimique, donc c'est possible qu'ils soient relargués, mais on n'arrive pas à l'observer. Donc en fait, je ne peux pas répondre. Si c'est comme le CO2, bon, j'en sais rien, mais si c'était comme le CO2, il serait relargué plutôt rapidement, et donc si quelqu'un laisse la fenêtre ouverte assez longtemps, potentiellement, ils peuvent repartir directement à l'extérieur et ne pas rester dans l'air intérieur. Est-ce que, au-delà des formaldéhydes, etc., même on peut se dire, du coup, la Terre, c'est un matériau incroyable, ça assainit l'air, etc. Ça peut marcher même avec les odeurs. Est-ce que ça marche avec d'autres types de molécules et que ça, on sait aujourd'hui ou pas encore? Alors,
C'est très possible que ça marche avec les odeurs. Donc, moi, j'ai pas mal entendu de retours d'expérience de gens qui disaient que, en fait, leur maison interne ne sent pas, ne retient pas les odeurs. Donc, par exemple, ça peut être, si on fait de la friture un soir, le lendemain, ça sent pas la friture. Ce qui est assez inconfortable quand même. Mais bon, c'est des retours d'expérience de gens qui sûrement aiment leur maison, qui s'y sentent bien, qui aiment la terre, etc. Ce que je peux dire, pour le moment, j'ai fait aucun test sur des molécules qui auraient une odeur, même si dans la famille des aldéhydes, des composés organiques volatiles, en fait, quand il y a du soufre, en fait, on sent quelque chose. Comme on voit qu'il y a des interactions en fait, avec l'eau, avec le CO2, avec C3COV, c'est très possible qu'il y ait des interactions avec ces molécules odorantes et que la Terre soit capable de les capter comme elle le fait pour les polluants. Maintenant, comme pour tout, en fait, il faut qu'on le teste pour avoir la réponse. Mais de ce qu'on voit, en fait, c'est pour ça que je voulais en parler au début, grâce à ces minéraux argileux qui sont chargés et qui sont crus, et donc non cuits, on garde vraiment toutes ces propriétés de attraction de molécules. Et comme on a plein d'espace, on peut stocker plein de molécules. Et ça, c'est effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que, en fait, on peut dire du coup que c'est pas du tout le cas d'une brique cuite. Une brique cuite n'a pas du tout les mêmes interactions, ça va pas fonctionner pareil. Alors, j'ai jamais testé de briques cuites, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais les briques cuites, en fait, c'est des matériaux qui sont quand même un peu poreux, donc qui ont quand même plein de tailles de vide à l'intérieur, bon, moins que la terre crue, mais il y en a. Donc il y a quand même moyen de stocker un peu des molécules. Par contre, les argiles, une fois qu'ils sont cuits, ils n'ont plus du tout cette structure dont j'ai parlé. Ce que j'ai testé par contre, c'est une plaque de plâtre avec une peinture qu'on trouve dans le commerce. Et je l'ai testé pour le CO2. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a des petites interactions dues au fait que quand même ces plaques de plâtre, c'est aussi des matériaux poreux, il y a aussi de la place de stocker des molécules. Par contre, en beaucoup moins grande quantité que la terre crue, parce qu'on a ces argiles dans la terre. Une plaque de plâtre peinte ou pas? Elle était peinte. Elle était peinte, d'accord. Est-ce que, au-delà du coup des odeurs, etc., j'ai encore une question, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore testé, mais sur les enduits de terre fibrés, en tout cas quand on ajoute de la fibre, que ce soit de chanvre de l'Inde ou quoi que ce soit, alors ça peut se faire dans le cadre de correcteurs thermiques dans le corps de l'enduit, mais même quand on veut en finition, par exemple, un petit peu de fibre, est-ce que ça c'est quelque chose qui aurait un impact ou pas, ou on ne sait pas encore? Alors, c'est chouette tes questions parce que du coup, je peux dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un sujet qu'on commence, la terre vis-à-vis de la qualité de l'air. Mais je peux dire un peu les pistes qu'on a. Quand on utilise des fibres, il faut faire un tout petit peu attention à est-ce que les fibres, quand elles vieillissent, elles se dégradent et est-ce qu'elles émettent des choses, comme des composés organiques volatiles. Pour le moment, nous, dans le projet de postdoc, on a fait des enduits terre avec de la chènevotte de chanvre. On n'a pas observé que ces enduits émettaient des composés organiques volatiles comparés à des enduits juste terre. Mais on est en train de les faire vieillir artificiellement, en fait. Et on va voir, une fois qu'ils sont vieillis, est-ce qu'ils émettent des choses. Mais je n'ai pas encore les résultats. Et l'avantage des fibres, c'est qu'elles permettent, notamment pour les enduits, de limiter un peu les problématiques de retrait. Enfin, en tout cas, ça crée un espèce de réseau dans la terre qui peut limiter ça. Et ça, c'est super intéressant parce que on pourrait potentiellement mettre plus d'argile avec des fibres que juste argile et sable. Et nous, on a envie qu'il y ait beaucoup d'argile parce que c'est surtout ça qui réagit avec les composés de l'air intérieur. Et autre chose intéressante, c'est que ça apporte aussi une autre porosité. Donc encore une nouvelle échelle de taille de trous, de vides qui sont différents. Donc ça change également peut-être la porosité du matériau. Et en fait, la porosité, elle a un impact direct sur la diffusion de ces composés dans l'épaisseur du matériau. Donc un matériau très poreux, par exemple, va pouvoir mobiliser une plus grosse épaisseur
dans les interactions avec le CO2. Alors qu'un matériau très peu poreux, peut-être que ça va interagir plutôt en surface. J'ai compris que tu travailles beaucoup sur les enduits, mais si voilà, c'est des adobes ou si c'est du pisé, et même en fait, si on parle d'un enduit mais qu'on vient faire une finition en lissé par exemple, est-ce que du coup ça a des impacts? Comment on sait gérer ça? Comment on sait calculer ça? Eh ben, je sais pas. En fait, pour le moment, j'ai vraiment travaillé juste sur les enduits, avec du coup des coefficients de diffusion, des porosités qui leur sont propres. Et j'ai pas eu l'occasion de travailler sur d'autres matériaux. Et donc, je préfère pas dire de bêtises. Ok. Et je vais dire juste que je sais pas. Pareil, j'ai une autre question. Peut-être tu vas tout de suite me dire que tu sais pas non plus, mais ça arrive aussi que parfois on vienne traiter la terre en surface avec de l'huile de lin pour éviter justement que ça ne s'effrite ou qu'on ait un peu de poussière ou quoi que ce soit. Ou même que dans la préparation, on vienne adjuvanter avec des adjuvants naturels, du savon noir, de la colle de farine. Alors, il y a tout un tas il y a mille et une recettes d'adjuvantation naturelle, selon ce qu'on souhaite en faire de la terre et selon l'argile qu'on a, selon la formulation qu'on a trouvée pour chez soi, ou que le maçon ou la maçonne a trouvé pour chez soi. Est-ce que ça, on sait du coup si ça a un impact sur la capacité de l'air à... Aucune idée. Enfin, en tout cas, c'est un champ de recherche qui est très ouvert. Il y a plein de questions qui se posent et donc il y a plein de place pour n'importe qui serait intéressé pour travailler là-dedans. Ça m'amène à une autre question. La bibliographie, quand tu te lances dans ce genre de recherche du coup, sur la qualité de l'air. Hier, avec Rafik, lui, il m'a dit que sur la terre et le feu, il y avait très peu de choses et qu'il a du coup beaucoup dû s'inspirer, ou en tout cas créer des modèles ou des expériences à partir de ce qui se faisait sur le béton de ciment. Toi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'études sur la qualité de l'air et la terre crue dans le monde? Est-ce qu'il y a des pairs, un petit peu des collègues dans France ou dans le monde? Alors, on n'est pas beaucoup. Je dirais qu'il n'y a aucune étude avant les années 2010. À partir de 2010, on peut trouver, il y a des collègues américains qui avaient commencé à regarder les effets des enduits en terre sur le CO2, sur l'ozone notamment. Donc l'ozone, c'est un composé qui vient plutôt de l'extérieur, qui rentre à l'intérieur. Par contre, il peut réagir avec des surfaces, des tapis, etc. et créer des coproduits qui sont encore plus nocifs que l'ozone lui-même. Donc il y a des collègues américains qui avaient commencé à travailler là-dessus. Il y a notre équipe qui se divise un peu entre Anglette, Lyon, voilà, en France. Et il y a aussi des collègues portugais qui travaillent là-dessus. Et voilà. Alors en fait, c'est surtout des gens... En fait, le problème de la qualité de l'air intérieur, c'est que donc il y a les gens qui travaillent sur la qualité de l'air intérieur et les gens qui travaillent sur les matériaux, et aussi les gens qui travaillent sur les systèmes pour permettre de filtrer tout ça. Enfin, en tout cas, d'assainir tout ça. Les gens qui travaillent sur la qualité de l'air, ils font souvent des mesures pour comprendre quelle est la composition chimique de l'air, en fait, qu'est-ce qu'on respire, dans quoi on habite, comprendre comment ça change en fonction des saisons, des bâtiments, etc. Et aussi comprendre ce que les matériaux ils émettent, comment est-ce que les activités elles influencent. Par exemple, récemment il y a une étude qui est sortie sur comment est-ce que quand on fait sécher notre linge chez nous, ça change toute la chimie de l'air, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça nous fait en fait sur nous. Donc ça, c'est vraiment les gens qui sont spécialistes de la qualité de l'air, c'est souvent des chimistes en fait, parce que du coup c'est de la chimie pour comprendre quelles molécules il y a dans cet endroit. Ensuite, il y a les gens qui travaillent activement sur des solutions pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Et donc dans les solutions, à part ventiler, ne pas utiliser des matériaux toxiques, en fait, il y a des solutions de filtration qui peuvent être sur les climatisations. En fait, on met des filtres actifs, au charbon actif, essayer d'adapter aussi les débits des ventilations quand il y a une influence de personnes, hop, on augmente le débit, etc. Et ils travaillent également sur des matériaux qui sont extrêmement complexes, qui sont souvent des matériaux issus de l'ingénierie, qui sont fabriqués vraiment en laboratoire, mais qui ont des capacités vraiment d'élimination de polluants qui sont énormes. Ça peut être par ionisation ou catalyse, etc. Donc en fait là c'est vraiment de l'élimination souvent chimique de polluants, mais qui marche très bien. Par contre ces matériaux, ils ont un coût
de fabrication, un coût économique. Ça peut être très intéressant de les avoir à des endroits importants, genre des hôpitaux, etc., et peut-être moins dans une chambre. Et ensuite, il y a les gens qui travaillent sur la Terre, qui se sont progressivement intéressés à la qualité de l'air, et donc qui arrivent progressivement là-dedans. Et en fait, je pense que la Terre, elle ne sera jamais performante comme un charbon actif. Mais elle est disponible, c'est une ressource qui est locale. Si on l'extrait de son terrain, elle est gratuite. Elle a plein d'autres propriétés qui sont intéressantes. Elle n'émet pas de pollution et elle peut atténuer potentiellement certains pics de certains composés dans l'air. Donc moi, je pense qu'il y a un peu... Donc il y a plein de recherches comme ça à partir de 2010 qui vont dans cette direction. Il y a très peu de données sur vraiment la Terre et les polluants. Il y a les personnes que je t'ai citées. Mais en fait, avec tout ce qu'on commence à connaître sur la qualité de l'air intérieur, etc., on commence à comprendre les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Dans des endroits où on a vraiment besoin d'une excellente qualité de l'air, on va mettre des choses qui ont des performances qui sont énormes. Et sinon, partout ailleurs, quand on fait de la rénovation, etc., en fait, on peut mettre potentiellement de la terre. Et du coup, c'est quoi la suite de la recherche? Tu nous as parlé pas mal de l'état des lieux, mais toi, qu'est-ce qui va t'animer dans les prochains mois, les prochaines années, a priori, sur ton domaine? Je sais pas vraiment, mais en tout cas, là, cette année, et l'année prochaine, il y a la clôture de ce projet sur les 3 composés organiques volatiles, dans lesquels on fait à la fois des tests à l'échelle de l'enduit et on fait également des tests à l'échelle 1, où on va donc émettre un pic de pollution dans une pièce qui est une pièce test, donc qui est instrumentée, qui est contrôlée en température, humidité, etc., pour faire varier seulement la concentration de CO2. Et on va faire ça dans une configuration avec des enduitaires et sans enduitaires et voir la différence. Donc c'est chouette parce que c'est un passage à l'échelle 1 qu'on n'avait pas parce qu'on avait seulement de la modélisation. Et c'est toujours bien en fait d'avoir des données expérimentales pour valider ou non alimenter les simulations numériques. Et après, moi ce qui m'intéresse, donc en fait la difficulté dans la qualité de l'air intérieur, c'est qu'il y a plus de 600 composés différents. Donc, c'est compliqué de se dire, allez, on va voir la Terre par rapport à tous ces 600 polluants. Par contre, ce que je pense qui est intéressant, c'est aussi de voir par rapport à la mise en œuvre du matériau, donc de voir comment est-ce qu'on pourrait faciliter, enfin en tout cas, faciliter ces interactions qui visiblement existent pour l'eau, le CO2 et ces 3 composés organiques volatiles. Et donc comprendre aussi par rapport à la mise en œuvre du matériau, je sais pas moi, si on fait des enduits qui sont fibrés ou non, très sableux, comment est-ce que ça marche? Voilà. Merci beaucoup, Sophia, c'était super intéressant. Plein de choses du coup à venir, donc on reviendra faire un podcast dans quelques années avec tous tes collègues, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux sur le sujet. Moi, j'espère aussi. Merci beaucoup de t'être livré, c'était vraiment super cool, super chouette d'avoir ton retour d'expérience. Donc on arrive, tu t'imagines, à la fin du podcast. Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer, parler d'un livre, de personnes qui t'ont marqué et que les gens pourraient aller voir? Ouais, il y a quelque chose qui m'a pas mal inspirée, notamment quand j'ai écrit mon introduction de manuscrit de thèse. C'est les travaux de Philippe Rame, qui a écrit un livre qui s'appelle Histoire environnementale de l'architecture. Et puis, en fait, il y a tout un écosystème de personnes qui travaillent sur l'histoire environnementale de manière générale. Donc, il y a Jean-Baptiste Fressot sur l'histoire des énergies, je crois. Et du climat. Ouais. Et du climat. Et il y a aussi, par exemple, d'autres architectes dans le même écosystème que Philippe Rame, comme Daniel Barber. Voilà. Enfin, il n'est pas tout seul, mais en tout cas, il y a plein de gens qui réfléchissent à ça, à cette histoire d'histoire environnementale. Et ça m'a intéressée parce que ce que ces personnes montrent, c'est qu'auparavant, on construisait déjà des bâtiments pour améliorer le bien-être des personnes, donc pour les protéger du vent, de la pluie, etc. Ensuite, pendant une très longue période, on n'avait pas accès à des moyens de guérir les maladies, et donc on faisait de la prévention des maladies, donc on essayait que les gens ne tombent pas malades, et l'architecture jouait un rôle prédominant là-dedans. Surtout dans le mouvement hygiéniste qui est autour du 18-19e siècle, où là, il y avait toute cette histoire de sanatorium, faire des espaces qui soient ventilés, qui soient exposés au soleil, etc. Et donc là, alors je dis pas que ça guérissait que ça permettait aux gens de ne pas tomber malades. Par contre, la question de la santé
était intégré au métier d'architecte et à l'acte de construire. Et à la fin du 19e siècle, il s'est passé, au milieu du 19e siècle, il s'est passé plusieurs choses qui font que ça a changé. La première chose, c'est qu'on a découvert les antibiotiques, ce qui a permis de guérir les maladies de manière inégalée. Et donc ça marchait beaucoup mieux que de faire de la prévention avec des bâtiments qui sont bien conçus. Et donc on pouvait se permettre en fait de tomber malade parce qu'on pouvait guérir. Donc on a arrêté, en tout cas on s'est plus concentré sur la thérapie que sur la prévention. Et l'autre chose, c'est la découverte de nouvelles puissances énergétiques, donc les énergies fossiles, qu'on a utilisées de plus en plus. Alors, les énergies fossiles, on a découvert avant les antibiotiques. Je remets dans la chronologie pour essayer de ne pas dire n'importe quoi. Et ces puissances énergétiques, elles ont permis aux ingénieurs de pouvoir régler de plus en plus de paramètres de l'environnement intérieur de manière artificielle. Donc c'est par exemple utiliser l'éclairage artificiel pour la question de la lumière, le chauffage pour les températures, la climatisation un peu plus tard, pareil pour refroidir. Et donc ça permettait en fait de pouvoir construire un bâtiment un peu n'importe comment, dans n'importe quelle orientation, dans n'importe quelle localisation, et ensuite de gérer tout le climat intérieur avec des systèmes techniques. Et maintenant, ça a un peu changé, notamment parce qu'on sait que les ressources de la planète Terre ne sont pas infinies et qu'il faut absolument qu'on arrête de les exploiter si on ne veut pas perdre toute la biodiversité, nos ressources, avoir une trajectoire vers plus 5 degrés de réchauffement climatique, etc. Donc on fait attention, enfin en tout cas il faut qu'on fasse attention à moins se reposer sur ces systèmes techniques qui nécessitent de l'énergie pour fonctionner. Et on rentre aussi avec le changement climatique dans un moment où il y a de plus en plus d'épidémies qu'on sait de moins en moins guérir, donc par exemple l'épidémie du Covid-19. Et tout ça, on sait que ça va être exacerbé par le changement climatique. L'exposition des personnes aux polluants, aux épidémies, etc. Et donc, moi, je pense, et c'est le message que je veux faire passer, que la Terre, c'est vraiment un atout pour les défis qu'on a actuellement, parce que ça permet aux bâtiments d'être plus résilients et donc de moins dépendre des systèmes techniques pour gérer une bonne qualité de l'air intérieur, une bonne température, une bonne humidité, etc. Et ça permet potentiellement en plus d'apporter une protection dans des moments de pic de pollution, etc. Et tout ça avec une ressource qui est locale, gratuite si on la prend sur son terrain, qui est pas renouvelable, mais réutilisable à l'infini. Et donc, ça permet aussi de remettre au centre la question de la santé, d'utiliser des matériaux qui sont non toxiques, à la fois aussi pour les travailleurs et les travailleuses du bâtiment et pour les habitants, et au bâtiment d'être plus résilient et potentiellement sain. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup, Sophia. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que t'as appris plein de choses. Si t'as aimé l'épisode, tu vas adorer le reste. Côté, c'est aussi plein de vidéos sur Insta, YouTube, LinkedIn. Donc si tu veux t'en mettre plein les mirettes, on se donne rendez-vous sur les réseaux. Et s'il y a des sujets, des techniques, des matériaux que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir sur le réseau social de ton choix. On se retrouve tantôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et bon chantier.